Dans cette conversation entre Bernard de Montréal et Richard Glenn, ils abordent la santé physique et mentale. Bernard de Montréal explique que l'esprit est toujours en bonne santé, ce sont le corps mental et émotionnel qui peuvent être malades. L'esprit est bloqué par le mental et l'émotion de l'homme, ce qui a des répercussions sur sa santé physique. Dans la nouvelle évolution, l'esprit de l'homme sera pleinement connecté à ses principes humains, ce qui permettra de se débarrasser de la maladie. Il souligne l'importance de ne pas confondre l'esprit avec le corps. Richard Glenn demande si certains êtres humains se sont incarnés dans le but de nuire à l'humanité par leur esprit malveillant. Bernard de Montréal explique alors que certains êtres humains sont des récepteurs pour ces esprits, mais que fondamentalement, l'homme est bon. Il évoque le cas d'Hitler comme exemple d'une personne sensible et réceptive qui a été influencée négativement par des intelligences astrales. Il précise que c'est l'âme, et non l'esprit, qui peut affecter le comportement humain. L'âme, c'est la mémoire, tandis que l'esprit est une énergie qui se développe chez l'homme et permet une connexion avec les énergies de la lumière. Plus l'homme est connecté à son esprit, plus il est réceptif à ces énergies et libre. Selon Bernard de Montréal, l'évolution de l'homme consiste à prendre conscience de son esprit et à transmuter l'énergie de son âme en énergie pure pour former un corps morontiel. De nombreux problèmes de santé surviennent car les êtres humains ont trop de mémoires affectives qui influencent leur comportement. L'homme fonctionne comme une radio recevant des ondes de différentes vibrations, et il est essentiel que son mental et son émotionnel soient ajustés pour recevoir une énergie créatrice plutôt que destructrice. La notion de réincarnation, venue de l'Orient, offre une conscience plus large à l'homme et peut avoir un pouvoir psychologique bénéfique en lui permettant de croire en la possibilité de reprendre sa vie et de corriger ses faiblesses. Cependant, du point de vue cosmique, la réincarnation n'existe pas car l'homme possède un esprit qui n'est pas encore totalement développé, et pour cela, il faut que l'énergie de l'âme soit transformée en esprit. La partie essentielle de l'homme est ce qu'on appelle les ajusteurs de pensée, mais il y a encore des conditions à remplir pour atteindre cette transformation complète. L'homme possède la capacité de survivre de manière autonome pour l'éternité, mais il ne peut pas le faire tant qu'il n'a pas vécu la transmutation de son âme, lui donnant de plus en plus d'esprit. Cela nécessite l'arrachement du pouvoir de l'intelligence et de la volonté aux êtres dans la lumière, appelés les ajusteurs de pensée, pour que cette énergie puisse descendre sur le plan matériel et contribuer à une nouvelle évolution, une nouvelle race supramentale et supraconsciente sur Terre. L'homme est divisé en raison de son incapacité à retrouver le contact avec sa source et à attirer l'énergie de volonté et d'intelligence dans son être. Avec le temps, l'homme prendra le contrôle de cette énergie et il y aura une fusion, intégrant ce qui est éternel avec ce qui est matériel pour créer une évolution cosmique. On parle d'involution pour reconnaître la division dans les étapes de prise de conscience de l'humanité. Cette division permet à l'homme de réaliser que ce qu'il était auparavant n'existe plus et que sa réalité actuelle et future est différente. Elle permet également la transmutation de l'âme en permettant à l'homme de se libérer de l'influence du passé sur son comportement mental et émotionnel. Les êtres ascendants vivent des expériences et concrétisent le meilleur et le pire de la mémoire de l'humanité. Les êtres descendants ne font plus partie de l'humanité, ils n'ont plus de mémoire subjective et ont une mémoire universelle. Ils interviennent sur une planète pour donner une impulsion à l'humanité et permettre à ceux de l'ancienne époque d'appartenir à la nouvelle époque. Ainsi, les êtres descendants sont essentiels pour coordonner l'activité intelligente des rayons cosmiques avec la nature de l'ego de l'homme, afin de faire descendre une énergie qui servira d'instruction à une humanité future. Dans cette discussion, il est expliqué que les êtres qui descendent sur les planètes sont des êtres qui ont étudié les hommes et comprennent les mécanismes de l'ego, de l'âme, de l'esprit, de la mémoire, de l'émotion, de la vitalité et du physique. Il est également précisé que ces êtres ont une conscience suffisamment greffée à leur point d'origine pour avoir accès aux archives de leur monde et ainsi reconnaître les hommes. La raison pour laquelle tous les êtres humains ne sont pas réunis en même temps sur le plan de la fusion est que beaucoup d'entre eux ne sont pas prêts à transposer l'énergie de l'âme ou de la mémoire en esprit en raison de l'existence de l'ego. Il est donc nécessaire qu'il y ait un temps d'évolution et d'épuration de la mémoire avant que tous les hommes puissent accéder à la même luminosité et au même plan de création future. En ce qui concerne le péché de l'esprit, il est expliqué que seul le péché contre l'esprit n'est pas pardonnable. Cela signifie que si l'homme utilise l'énergie ou la mémoire de l'âme pour entraver la descente de l'esprit dans la matière, il devra continuer le processus de réincarnation sur le plan des personnalités, mais pas sur le plan de l'esprit. Enfin,
il est mentionné qu'il est possible qu'un enfant soit la réincarnation de son grand-père et que l'humanité puisse vivre des événements semblables à la destruction de l'Atlantide, mais que les situations à venir seront totalement différentes de ce qui s'est passé autrefois. Les archives concernant les Atlantes sont extrêmement brouillées, ce qui renferme des secrets occultes sur la destruction de l'Atlantide, l'inversion des pôles, la division des corps physiques et les luttes de pouvoir occultes. La connaissance de l'histoire des Atlantes ne sera accessible à l'humanité que lorsque celle-ci aura développé une deuxième vue et sera capable de voyager dans le temps. Cependant, chaque individu n'aura accès qu'à une version de l'histoire en fonction de sa propre vibration. La connaissance de ces secrets est un privilège issu de la perfection de la vision des corps subtils, et non pas une capacité psychologique ou spirituelle. Les chercheurs occultes et ésotériques sur les Atlantes ont souvent des visions contradictoires, car la compréhension parfaite du passé et des mystères de l'humanité ne peut être atteinte qu'au niveau des archives atomiques, et non pas astrales. Il existe des êtres sur Terre prétendant faire partie d'une complicité du silence et d'un gouvernement ésotérique, mais cela relève souvent de l'orgueil et du désir de pouvoir. Lorsque l'humanité sera confrontée à des intelligences extraterrestres à l'approche de la fin du cycle, ces petites sociétés secrètes seront démantelées pour intégrer une plus grande société secrète, placée sous le contrôle d'êtres évolués et conscients de l'avenir de l'humanité, sans motivation égoïste. Sur Terre, il y a une activité de ces êtres sur différents plans, à la fois matériels et éthériques. Cependant, ces êtres retiennent certaines informations qui pourraient aider l'humanité à se guérir. La raison en est que l'humanité doit vivre son expérience et son karma. Les êtres humains doivent être testés pour pouvoir transmuter leur mémoire et devenir de plus en plus centrés dans leur esprit. Ce sont ces êtres qui sont capables de supporter le contact avec cette énergie. Si ces informations étaient révélées prématurément, cela créerait une nouvelle hiérarchie ou religion, retardant ainsi l'évolution de l'humanité. De plus, l'évolution d'une planète ne peut être entravée et il serait dangereux de mélanger des êtres de vibrations différentes sur Terre. Les maladies physiques sont souvent causées par des déséquilibres émotionnels, astraux ou mentaux. Ces déséquilibres sont psychosomatiques, sauf dans le cas de blessures physiques directes. Quant aux lois de l'esprit, elles sont difficiles à définir car elles concernent l'énergie plutôt que la psychologie. L'esprit est antipsychologique, ce qui signifie qu'il s'oppose aux interférences émotionnelles ou intellectuelles. L'infraction aux lois de l'esprit est généralisée sur Terre en raison du niveau d'inconscience de l'humanité. Selon Bernard de Montréal, le problème de l'homme n'est pas son corps physique, mais son corps mental et émotionnel qui interfère avec les lois de l'esprit. L'intégration de l'esprit avec le corps physique est un grand plan qui permettrait la manifestation de l'invisibilité, de l'immortalité, du transport d'un plan à un autre. Cependant, l'homme a toujours blâmé la chair et cherché à élever son niveau de conscience vers des plans plus subtils, ce qui est une erreur. Il faut que l'esprit descende dans la matière pour créer une nouvelle civilisation. Les religions ont joué un rôle important pendant l'involution de l'homme, en lui donnant des directives et en orientant sa conscience conditionnée par l'histoire. Mais elles ont également empêché l'homme de réaliser qu'il devait intégrer le matériel avec l'esprit. Selon Bernard de Montréal, si l'homme avait réalisé l'importance de l'intégration entre le matériel et l'esprit dès les premiers siècles, il n'y aurait pas eu de dualité entre eux. Il n'y aurait pas eu de fragmentation psychologique et de tendance à vouloir fuir le monde matériel au profit du spirituel. L'homme aurait utilisé l'énergie spirituelle en lui pour apporter de l'harmonie dans le monde matériel. Par conséquent, le concept de ciel aurait été valorisé et considéré comme le paradis terrestre, où l'homme évoluera grâce à sa conscience parfaite et sa maîtrise de l'énergie de l'esprit. Le Nazaréen, selon Bernard de Montréal, n'est pas allé au ciel mais s'est dématérialisé dans l'éther. Il représente le prototype de l'homme de demain, conscient et capable de transmuter son corps matériel. Pour les autres, vivre des expériences est nécessaire jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de le faire. L'objectif ultime étant d'être dans son intelligence créative et de comprendre les lois de l'esprit et de l'intelligence. Quant à la question d'une subtilisation totale de la matière à cause d'un conflit nucléaire, Bernard de Montréal ne souhaite pas prophétiser mais mentionne deux possibilités, une partie de la population survit, une autre est protégée et une autre est dématérialisée pour passer dans l'éther. Selon l'auteur, il y a deux aspects importants à prendre en compte. Tout d'abord, il y a le danger nucléaire qui existe dans le monde et qui pourrait causer des dégâts considérables. Cependant, l'auteur considère que le véritable danger réside dans un conflit entre les intelligences habitant le centre de la Terre et les humains.
Ces intelligences primitives utilisent nos émotions et notre mental pour densifier leur corps et maintenir l'équilibre des forces telluriques de la planète. Cependant, elles sont paniquées par le fait que les humains commencent à explorer l'espace et à devenir antigravitaires. Elles veulent empêcher les humains de quitter la Terre car cela signifierait la perte de leur source de nourriture émotionnelle et mentale. Lorsque les humains seront suffisamment avancés sur le plan scientifique et en contact avec d'autres intelligences, ils seront capables de communiquer avec ces intelligences du centre de la Terre et de les utiliser pour maintenir l'équilibre des forces telluriques de la planète. Cependant, si cet équilibre est brisé, il y aura une destruction totale de la planète. L'auteur souligne que le danger cosmique est bien plus important que le danger nucléaire et que seuls certains humains pourront maintenir cet équilibre en communiquant avec les intelligences du centre de la Terre. L'auteur affirme que toutes les formes de vie ont un besoin de survie, y compris celles qui n'ont pas été privilégiées comme l'homme. Ces êtres ont besoin de se nourrir de la pensée et de l'émotion humaine pour créer un ego. Ils peuvent se manifester sous différentes formes pour créer de la confusion, telles que des animaux, des yétis ou des ovnis. Le conflit de l'Armageddon mentionné n'est pas la guerre finale, mais plutôt un conflit entre l'homme et les forces du centre de la Terre. L'auteur souligne que des êtres intelligents pourraient venir sur Terre lors d'un conflit nucléaire pour donner l'impression de sauver l'humanité, mais en réalité, ils font partie des influences négatives de la planète Terre. L'homme sera testé psychologiquement et seuls ceux ayant un niveau de conscience élevé pourront voir à travers ce jeu. L'auteur évoque ensuite deux sections du phénomène ovni, une liée à la fin du cycle et l'autre liée à des cataclysmes qui permettront à certains individus de demeurer dans les espaces éthériques au-dessus de la Terre. Une fois l'équilibre rétabli, une nouvelle race lumineuse se manifestera sur Terre, mettant fin à l'inconscience, au mal et au pouvoir de l'astral sur l'homme. L'auteur met en garde contre le fait que la plupart de l'humanité sera trompée par les premiers aspects du phénomène ovni, pensant que ces êtres sont là pour les aider, alors qu'ils ne font pas partie de l'humanité et sont extrêmement puissants. Les êtres conscients seront protégés et ne pourront pas les voir, mais les êtres inconscients seront pris au piège. L'auteur souligne également qu'il a fallu 7 ans pour parler de cela. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde le concept de l'initiation de l'esprit, qui est une expérience plus profonde et plus complète que l'initiation de l'âme. L'initiation de l'esprit implique la descente de l'esprit dans la matière et peut provoquer des chocs mentaux et émotionnels pour transmuter l'âme. Il explique que la maladie est causée par un manque d'esprit et que les individus qui sont malades ont des déséquilibres dans leur corps en raison de leur vie passée, de leur mémoire et de leur énergie mentale et émotionnelle. Il souligne également que ceux qui naissent avec des infirmités ont un manque d'esprit, mais peuvent avoir des expériences qui leur permettront de transcender ces infirmités. Bernard mentionne que de nombreux individus veulent se guérir, mais ne comprennent pas les lois de l'âme. Pourquoi ils sont malades? Il explique que la descente de l'énergie de l'esprit est entravée par des obstacles, mais si cette énergie descend, elle maintient l'homme en bonne santé sur les plans physiques, vital, émotionnel et mental. Enfin, Bernard rappelle à ses auditeurs de ne pas le croire aveuglément, mais plutôt de se fier à leur propre esprit et intelligence. Il encourage les individus à reconnaître et à utiliser leur propre sagesse intérieure et à ne pas perdre leur individualité en croyant aveuglément en d'autres personnes. Selon Bernard de Montréal, croire aveuglément est dangereux car cela mène à l'ignorance. Il cite l'exemple d'un film où un personnage demande à être cru, soulignant ainsi la nécessité de remettre en question les croyances. Il aborde ensuite la relation entre spiritualité et esprit, expliquant que la spiritualité est un canal coloré à travers lequel l'esprit passe. L'esprit a la capacité de résoudre des problèmes philosophiques et sociaux, tels que l'avortement, de manière objective, contrairement à l'ego de l'homme et des institutions religieuses. Il explique que la domination de l'astral sur l'homme est historiquement liée à une évolution nécessaire pour que l'esprit prenne le pouvoir sur la planète. Dans l'avenir, une nouvelle race d'hommes émergera, débarrassée de la conscience astrale, permettant à l'esprit de s'exprimer directement sans les limitations actuelles. Il souligne que la société actuelle est trop divisée et qu'il y a peu d'esprit sur Terre. Il prend l'exemple de Zhang Xi, affirmant qu'il aurait pu apporter un matériel révolutionnaire s'il avait été en fusion avec son esprit, mais que cela aurait créé trop de chocs. En réponse à la question de savoir pourquoi certains individus sont plus sensibles à cette démarche spirituelle, Bernard évoque la nécessité d'un déconditionnement de l'humanité vis-à-vis de la forme spirituelle pour pouvoir accepter les lois de l'évolution et de la vie dictées par l'esprit. Il explique que la 5e race en involution est encore trop attachée à une connaissance intuitive et limitée,
et ne peut pas intégrer pleinement cette connaissance réelle. Enfin, il mentionne que certains individus sont biologiquement prédisposés à être touchés par cette démarche supramentale, mais cela ne concerne qu'une minorité. Dans cette discussion, il est souligné que sur Terre, il y a des individus dont la sensibilité leur permet de percevoir des choses vibratoires, car tout est vibratoire, y compris la parole et la lecture. Certaines personnes acceptent l'impossible et le suprarationnel, ce qui est normal pour elles, tandis que d'autres ne le peuvent pas en raison de leur plan de vie. Chaque individu a sa place et il est important de respecter son état mental et psychologique, ainsi que sa vision. La descente de la conscience supramentale sur Terre est un phénomène individuel et non collectif. Ceux qui ont la vibration la ressentent et se sentent différents des autres. Est-ce avec le temps et l'expérience, ils intègrent qui ils sont et sont en harmonie avec cela. Être en fusion ne signifie pas seulement parler, mais cela facilite la communication car l'énergie passe plus facilement à travers leur mental, permettant la création, la construction, la médecine, la psychologie, etc. Cependant, il est important de rester discernant pour ne pas bouleverser les structures existantes. Il est également souligné qu'il peut y avoir un orgueil spirituel chez ceux qui approchent la fusion, mais avec le temps, l'ego, l'orgueil et la vanité diminuent dans leur conscience en se spiritualisant. Ainsi, la descente de la conscience supramentale se fait de manière individuelle et chaque personne vit son propre processus. Dans cette synthèse, il est expliqué que la fusion de différentes forces et énergies sera nécessaire dans le futur. Cependant, il est précisé que ce processus de fusion ne se fera pas collectivement, mais de manière individuelle. L'auteur indique que les personnes engagées dans cette fusion doivent faire preuve de patience et de respect envers la vie sociale et les structures établies. Le changement sur le plan social et planétaire sera réalisé par de grandes forces, indépendamment de la volonté des hommes, et ces forces sont préparées pour l'après 2000. L'auteur souligne également que dans la nouvelle race racine, les femmes occuperont une place importante et auront une énergie créative et une indépendance d'esprit. Les hommes, cependant, ne sont pas prêts à accepter cette nouvelle réalité, car ils ont du mal à accepter même les hommes initiés. L'auteur explique que les hommes auront le rôle de pilier des forces occultes, tandis que les femmes seront plus intuitives et capables de voir ce que les hommes ne peuvent pas voir. Les femmes auront donc un rôle d'ouvrière dans les forces occultes, complémentaire à celui des hommes. L'homme sera plus enclin à l'orgueil et à la grandeur, tandis que la femme sera plus humble et aura des visions plus profondes. La fusion devra être suffisamment avancée pour que la vision de grandeur soit basée sur l'esprit et non sur l'ego. Dans cet extrait, Hergé interroge BDM sur la possibilité d'une race mi-homme, mi-femme comme le Christ. BDM répond en soulignant l'importance de rester ancré dans la réalité physique et de dépasser les illusions spirituelles. Il explique que l'homme est un être spirituel pressé qui veut fusionner avec l'énergie, mais qu'il peut se faire esséurer par celle-ci. BDM évoque ensuite le pouvoir terrifiant et sublime de l'esprit, qui nécessite un ajustement émotionnel afin de développer les centres de vision permettant d'entrer en contact avec des plans supérieurs. Il souligne le manque de volonté réelle de l'être humain, qui agit selon ses désirs et non selon une véritable volonté cosmique. BDM affirme que l'homme de la 6e race pourra commander les forces éthériques grâce à la volonté, une fois qu'il sera libéré de l'astralité, de l'ego et de la spiritualité. Il souligne que la destruction de la planète ne sera pas permise dans la nouvelle évolution, mais qu'une nouvelle race racine viendra après la 6e race. Enfin, il explique que bien que certaines personnes veuillent changer le système dans lequel elles se trouvent, il est important de ne pas perdre d'énergie à changer un système qui ne se change pas, mais plutôt de se connecter à l'esprit et de voir plus loin. L'auteur affirme que ce ne sont pas les forces planétaires ou les forces expérimentales qui peuvent changer la situation de la planète, mais plutôt les êtres humains eux-mêmes. Il prend l'exemple du terrorisme international pour illustrer que si les individus qui le pratiquent canalisaient leur sensibilité vers une transformation intérieure, cela aurait un impact positif sur eux-mêmes et sur la société. Il mentionne le cas de Gurdjieff qui a quitté la Russie pendant la Révolution pour se consacrer à sa propre transformation. Cependant, l'auteur affirme que lorsque les actions vont trop loin, jusqu'à la tuerie et à la destruction, elles deviennent anti-humaines et font partie du karma de l'humanité. Selon lui, il est essentiel que l'homme soit changé de l'intérieur et que l'humanité soit transformée à partir de l'intérieur. En ce qui concerne les jeunes qui sont insatisfaits du système, l'auteur explique que cela fait partie de leur expérience et que certains d'entre eux finiront par se réorganiser et trouver leur place. Il insiste sur l'importance
de l'expérience et du temps pour la croissance de l'ego et la transformation personnelle. L'auteur reconnaît que les jeunes expriment plus aisément leur mécontentement que les personnes plus âgées, mais ils seront tous confrontés à la décadence de la société. Il affirme que l'homme doit être suffisamment conscientisé pour que les événements extérieurs ne l'affectent pas. Enfin, l'auteur souligne l'importance de distinguer entre les communications de l'esprit et celles de l'astral. Il explique que les personnes sensibles doivent apprendre à ne pas se laisser tromper et être patients, car elles sont plus vulnérables aux manipulations. Dans cette discussion, Hergé et BDM parlent de la nécessité pour les êtres humains de se conscientiser et de se révolter contre les influences de l'astral afin d'atteindre la fusion de l'esprit et de la matière. Ils soulignent que cette révolte est une révolte interne, une prise de conscience contre les manipulations du système organisé par le plan astral. M affirme que cette révolte est essentielle pour faire descendre l'énergie de la volonté et de l'intelligence. Il explique également que cette évolution a un temps biologique, avec les jeunes étant les plus favorisés pour la fusion, tandis que cela devient plus délicat à mesure que l'on vieillit. Il ajoute que la fusion ne peut se produire qu'à un âge relativement jeune, tandis que l'illumination mystique peut survenir à tout âge. BDM insiste sur le fait que la fusion est différente de l'illumination, et que cette dernière peut être confondue avec des expériences astrales. Il souligne l'importance de l'homme de devenir un être parfaitement intelligent et volontaire, libre des influences astrales. L'objectif ultime est que l'homme devienne un être intégral, travaillant selon sa propre vibration, et capable d'immortaliser sa chair pour continuer l'évolution sur d'autres plans parallèles. L'auteur explique que les extraterrestres sont des êtres capables de prendre n'importe quelle forme et de créer n'importe quelle illusion pour communiquer avec les êtres sur différentes planètes. Ces êtres, qui ne sont plus soumis aux lois initiatiques, ont une intelligence qui réside dans leur capacité à absorber l'énergie de l'esprit. La différence entre le savoir et la connaissance est soulignée, avec le savoir étant facile et naturel tandis que la connaissance nécessite un travail et doit être transmise par ceux qui possèdent le savoir. L'auteur encourage les individus à comprendre ce qui est impossible afin de réaliser ce qui est possible. Il affirme également que l'ego limite la capacité des individus à laisser l'énergie couler librement en eux et les empêche ainsi d'atteindre leur plein potentiel. Lors d'une conversation, Bernard de Montréal explique que le processus de fusion spirituelle est progressif et ne doit pas être recherché rapidement. Il souligne que plus on avance vers la fusion, moins l'ego réflectif est présent. Lorsqu'il n'y a plus de réflexion dans l'ego, on se sent bien et en harmonie avec sa conscience. Il mentionne avoir vécu la fusion en 1969, mais qu'il a fallu 14 ans pour la maîtriser. Il explique également que l'énergie de l'esprit peut donner du pouvoir à l'homme, mais il a constaté que certains scientifiques manquaient d'une partie essentielle dans leurs inventions, ce qui les empêchait de réussir pleinement. Il conseille aux personnes sensibles et créatives de ne pas se laisser distraire par des illusions et de réaliser que tout sert à l'esprit pour la fusion, y compris les pertes financières, la maladie, etc. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que les individus doivent faire attention à ne pas se laisser manipuler par leur esprit. Il raconte l'histoire d'une personne qui vend sa maison sur les conseils d'autres personnes prétendant qu'il y a des êtres de lumière dans le Nord, mais qui se retrouvent finalement à devoir rester dans un motel. Il affirme que les expériences auxquelles nous sommes confrontés sont destinées à nous aider à prendre conscience et à développer notre discernement. Il souligne l'importance d'avoir autant d'intelligence que notre esprit, pour ne pas être manipulé par lui. Bernard de Montréal déclare que son rôle est d'expliquer la dynamique entre le plan astral, l'ego, l'esprit et l'âme, ainsi que le pouvoir transformateur de l'esprit pour mener l'homme à la fusion. Il affirme qu'il a déjà commencé à expliquer ces mystères et prévoit de continuer à le faire à travers des livres, des conférences et des cassettes. Dans cet extrait, l'auteur exprime sa préférence d'écrire plutôt que de parler, car parler lui demande beaucoup d'énergie et est épuisant pour son cœur. Il explique que lorsqu'il parle avec des gens qui ne sont pas préparés, il doit les amener à être prêts, ce qui demande beaucoup d'énergie. Il mentionne également que l'ego spirituel et ésotérique le fatigue, ainsi que les réactions négatives des autres. Il affirme être intéressé à parler intelligemment aux gens et à mesurer leur niveau de préparation et de compréhension. L'auteur souligne également le fait que les maladies physiques ne se soucient pas de la préparation des individus, et que de la même manière, il ne cherche pas à choquer ou scandaliser les gens, mais plutôt à leur transmettre son savoir de manière adaptée à leur niveau de conscience. Il ajoute qu'il préfère écrire et partager son manuscrit avec des personnes qu'il a préparées et qui sont capables de s'ajuster à sa vibration.
L'auteur mentionne également le désir de faire comprendre aux gens comment fonctionne l'invisible et le matériel et comment ils peuvent avoir une influence sur la réalité matérielle. Finalement, il souligne l'importance de la sensibilité vibratoire des individus à son matériel pour qu'ils puissent travailler avec eux.